Je vais vous parler un petit peu de propagation dans des groupes et propagation spatio-temporelle des épidémies. Alors ça va être ce cours-ci et préparatif à 2 ou 3 cours qui suivent où je vais présenter les aspects mathématiques de ça. Mais ici, je veux d'abord vous parler un petit peu des problèmes qui sous-tendent ce genre de problématique. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Alors, donc, ce que je vais faire, c'est vous parler de l'hétérogénéité de la propagation dans des populations, de la mobilité et de la propagation spatio-temporelle des maladies infectieuses, et finalement, je vais finir avec une illustration de la propagation spatio-temporelle en parlant des vagues de Covid. Donc, la première chose que je vais mettre en avant, c'est que la propagation au sein d'une population, en fait, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans les modèles qu'on a utilisés jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a une hétérogénéité assez marquée, qui est ignorée par le type de modèle qu'on a regardé jusqu'à présent. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ici, je vais vous montrer euh, euh, comment cette hétérogénéité se manifeste au niveau de la structure d'âge, de la structure sociale, ou par exemple même de l'hétérogénéité des pathogènes. Alors, pour commencer, la structure d'âge. Euh, je ne vous apprends rien en faisant remarquer que la plupart des maladies, elles affectent des âges différents de façon différente. Donc, par exemple, les maladies infantiles, dites infantiles, qui s'attaquent principalement aux nourrissons et aux jeunes enfants, euh, ben, la raison pour laquelle elles s'attaquent principalement à des jeunes enfants, c'est parce qu'elles confèrent une immunité à vie. Donc, par exemple, la rougeole, c'est une maladie qui, une fois que vous l'avez attrapée, vous êtes immunisé à vie si vous l'attrapez. Si vous êtes vacciné, vous êtes aussi normalement immunisé à vie. Et donc, c'est des maladies qui, évidemment, puisque l'immunité est permanente une fois qu'elle est acquise, touchent surtout les gens qui n'ont pas encore développé d'immunité. Et donc, si vous considérez une population et vous considérez les risques de rougeole dans une population, bien entendu, les risques de rougeole sont plus élevés pour les individus jeunes que pour les individus plus âgés. Euh, un autre exemple assez classique, c'est le paludisme. Donc j'ai montré dans un cours précédent quelques modèles de paludisme et j'insistais sur le fait que dans le paludisme, l'immunité est acquise par exposition répétée. Et donc ce qui se passe avec le palud, c'est que la plupart du temps, la mortalité du palud, elle a principalement lieu chez les jeunes enfants et aussi, il faut dire, chez les gens plus âgés, chez qui le système immunitaire commence à se dégrader. Mais donc si vous considérez l'effet du palud dans une population, il faut distinguer les âges puisque le comportement est différent. Il y a aussi, indépendamment de la nature de la, de la susceptibilité variable, il y a aussi le fait que quand vous pensez à des maladies, même par exemple, mettons la grippe, les propagations ont lieu beaucoup plus, alors je vais me faire disparaître des fois dans ce transparent, les propagations ont lieu beaucoup plus dans des groupes d'âge concomitants ou bien des groupes d'âge corrélés. C'est-à-dire que, par exemple, si vous considérez la grippe, des enfants qui jouent ensemble ont plus tendance à être ensemble au niveau des âges similaires. Ils interagissent avec leurs parents. Donc ça, c'est une corrélation, disons, d'âge d'interaction. Et ensuite, les parents ont plus tendance à interagir avec des gens du même âge, au travail par exemple, etc. Et donc ça donne lieu à ce concept qu'on résume sous ce nom que j'ai mis là, WAIFW, Who Acquires Infection from Whom. Donc, être conscient de qui propage à qui.
Et dans ce contexte-là, c'est fréquemment un des questionnements par rapport à l'âge. Oups, c'est pas ça que je veux faire, c'est changer de transparent. Alors là, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, ce que vous voyez, ce graphe, enfin cette partie de graphe, c'est un graphique qui vous montre les cas de rougeole parmi des voyageurs rentrant aux USA, donc des Américains qui rentrent chez eux, et ça vous montre comment la répartition en termes d'âge se fait. Et vous voyez que les cas de rougeole ont principalement lieu, parce que 6 à 23 mois, c'est en termes de la taille de cette classe d'âge par rapport à toutes les classes d'âge, c'est une toute petite classe, mais n'empêche qu'elle regroupe la plupart des cas. Si on les rapportait au nombre de mois euh, que ça représente, ici vous avez 16 mois, 17 mois, ici vous avez plus de 19 ans, ça fait beaucoup beaucoup plus de mois, et pourtant ce compartiment-là, le bleu foncé, est beaucoup plus grand. Et c'est normal parce que on parle d'enfants qui n'ont peut-être pas encore eu tout leur cours de vaccination, ou bien qui peut-être aussi n'ont pas été vaccinés du tout. Euh, et ce qui est assez inquiétant, c'est l'existence, à vrai dire, de gens de plus de 19, plus de 2 ans qui acquièrent des cas de rougeole à l'étranger, euh, puisque normalement ils devraient être immunisés. Mais du fait de problèmes avec l'immunisation, ben, des fois on a ce genre de choses. Voilà un graphe qui vous montre le nombre de morts du paludisme par an et par classe d'âge. Alors là, vous voyez, moins de 5 ans, je disparais de la chose, moins de 5 ans, c'est la partie bleue, 5 à 14 ans, et etc. Et vous voyez que la majorité de la mortalité due au paludisme a lieu toujours chez les enfants de moins de 5 ans. Et qu'ensuite, une fois que vous avez acquis cette immunité du fait des expositions répétées, si vous avez survécu aux 5 ans dangereux, disons, eh bien, la mortalité devient de plus en plus faible. Euh, donc là, il y a une structure d'âge très marquée que l'on voit. Ici, vous voyez, je vous montre les patterns de contact, donc cette who acquires infection from whom dont je parlais précédemment. Ici, c'est les patterns de contact de la population aux États-Unis pendant la pandémie de Covid. Alors, je ne vais pas passer longtemps, mais je vais juste vous montrer. Vous voyez qu'ici, il y a des matrices qui représentent les différents âges et en abscisse et en ordonnée. Et vous voyez que ici, plus c'est élevé, plus c'est clair, plus les patterns de contact sont élevés. Et donc, ce que ça vous montre, vous voyez, c'est ici, là, euh, ça vous montre que la plupart des contacts ont lieu dans la même classe d'âge, avec une dispersion autour qui est due, ben, comme je disais, par exemple à l'environnement familial, etc. D'accord. Donc, mais c'est quelque chose d'important parce que si vous faites un modèle et que vous voulez euh, prendre en compte ce genre de choses, ben, il faut incorporer l'âge d'une manière ou d'une autre. On verra comment faire plus tard. Une question qui s'est posée, qui m'a été posée quand je faisais le cours au Tchad, et je reviendrai sur ce problème en fait dans le cours prochain, sans le résoudre, je précise, mais j'en parlerai. C'était au sujet de la différence d'impact de la Covid-19 entre, disons, les pays occidentaux et l'Afrique. Étant donné que, il y avait la question qui m'avait été posée à l'époque, c'était, mais comment se fait-il qu'on nous a prédit des catastrophes en Afrique et que l'impact de la Covid a été bien moindre qu'attendu? Bien, regardez, voilà, là je vous montre
la pyramide des âges du Canada et du Tchad, pour comparaison. Et vous voyez que ces pyramides des âges sont complètement différentes. Et l'une des choses que l'on sait, c'est que le Covid-19 a impacté, disons, au niveau santé, principalement des gens plus âgés. Mais vous voyez que la pyramide des âges au Tchad ne comprend pas énormément de gens beaucoup plus âgés. La plupart de la population, si je me souviens bien, l'âge médian est inférieur à 18 ans, ça veut dire que plus que 50% de la population a moins de 18 ans, alors qu'au Canada, l'âge médian est dans les 40 ans, si je me rappelle bien, ou 35 ans. Donc ça veut dire que une maladie qui s'attaque principalement aux vieux, eh bien, elle va attaquer cette partie-là ici, elle va impacter cette partie de la pyramide des âges qu'elle peut très peu impacter ici. Et donc, évidemment, l'impact va être beaucoup plus ressenti dans un pays avec ce type de pyramide des âges que dans un pays avec ce type de pyramide des âges. Une autre source d'hétérogénéité que l'on peut vouloir prendre en compte, c'est l'hétérogénéité sociale. Donc, bon, de toute façon, l'âge est une structure sociale, mais parce qu'elle détermine, par exemple, si vous êtes à l'école ou au travail, les événements sociaux et tout ça. Mais il y a aussi d'autres structures sociales qui jouent un rôle prépondérant dans la propagation des maladies. Vous avez, par exemple, dans des pays comme le Canada, qui ont un très fort taux migratoire, ben, l'entrée des populations en provenance de toutes sortes de pays, avec des structures de soins et des profils d'exposition à des pathogènes différents qui est très différente de l'exposition qu'on a ici. Vous avez aussi, par exemple, des groupes à risque. Donc, si vous pensez un exemple type, ça serait les utilisateurs de drogues intraveineuses, enfin, à injection intraveineuse, pour le VIH, qui étaient des groupes qui avaient été énormément touchés. Et donc là, ici, je vous montre un ensemble de graphes. Euh, Ici, c'est bon, c'est encore une structure d'âge. Ici, c'est simplement, ça montre encore comment là, il s'agit je crois que c'est, il me semble me rappeler que c'est la grippe, mais peut-être que c'est la Covid. Ça ressemble un peu à la même chose. Vous voyez que là, c'est la structuration même par rapport aux classes dans une école. D'accord. Euh, vous voyez, within school, donc ça c'est la regroupement des cas dans une école entre les classes et les âges, grade étant le niveau, donc CP, CE1, etc., et entre les classes elles-mêmes, etc. Et il y a donc une concentration des cas qui se fait par groupement, ce qui n'est pas inattendu, bien sûr. Un autre exemple, ça, ce sont les arrivées au Canada pendant quelques années, depuis des pays dans des groupes ayant une incidence là, il s'agit de la tuberculose, euh, une incidence de tuberculose différente. Donc les pays dans le groupe noir, ce sont des pays avec une incidence de tuberculose de moins de 15 par 100 000 habitants par an, qui sont des taux de tuberculose bas. Le groupe 2, c'est entre 15 et 50, ça commence à devenir un peu plus conséquent. Le groupe 3, c'est entre 50 et 100, je crois, si je me souviens bien. Évidemment, le graphique est un peu coupé, je suis désolé. Et le groupe 4, c'est au-delà de 100. Au-delà de 100, ce sont des pays où la prévalence et l'incidence de tuberculose sont très élevées, d'accord. Plus de 100 nouveaux cas de tuberculose par 100 000 habitants par an, c'est considéré des cas, c'est considéré comme étant un taux de transmission qui est très élevé. Et vous voyez que la population qui rentre au Canada, ben, la majorité, même si ça évolue un petit peu, la majorité viennent de pays euh, où l'incidence et la prévalence de tuberculose sont beaucoup plus élevées qu'elle ne l'est au Canada. Le Canada, ça fait partie des pays avec un taux de tuberculose classique assez bas pour l'Europe, enfin,
l'Ouest, d'accord? Donc l'incidence de tuberculose en moyenne, parce qu'il y a une grande hétérogénéité là aussi, mais en moyenne au Canada, l'incidence de tuberculose, c'est 3 nouveaux cas par 100 000 habitants par an. Donc vous voyez que si on était en train de regarder le nombre, on serait à peu près par là dans le truc, mais la plupart des gens qui rentrent dans le pays rentrent en venant de pays qui sont euh, avec des taux de tuberculose beaucoup plus élevés. D'accord? Donc ça, c'est important parce que la tuberculose, on a déjà vu un modèle de tuberculose dans le passé. Euh, la tuberculose, elle a des temps de latence qui sont assez conséquents. Donc il y a des gens qui peuvent être porteurs de la tuberculose pendant des années et des années. Et quand on sait qu'ils viennent de pays où la prévalence et l'incidence de tuberculose est élevée, eh bien, il y a des chances que les gens arrivent avec une tuberculose latente. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, quand vous immigrez au Canada, on vous demande de faire une radio des poumons. Bon, ça ne vous empêche pas de rentrer, mais c'est quelque chose qui est suivi avec attention par les autorités. Ici, là, c'est pour vous montrer. Donc là, c'est par exemple, là, je crois que c'est aux États-Unis. Euh, donc, c'est les chiffres de tuberculose aux États-Unis. Euh, Et ce que vous voyez, c'est la situation aux États-Unis est très similaire à celle du Canada. La courbe noire, c'est le nombre de cas par 100 000 habitants. Donc ici, cet axe ici, c'est le nombre de cas par 100 000 habitants pour les gens nés aux États-Unis. Vous voyez que c'est de l'ordre de 2 par 100 000 habitants par an. Et ensuite, la courbe en pointillé, c'est le taux moyen pour les gens qui ne sont pas nés aux États-Unis. Et vous voyez que ce taux moyen est beaucoup plus élevé comparativement à celui des gens qui étaient nés aux États-Unis. Euh, un autre exemple d'hétérogénéité que je mentionnais, c'est les diagnostics de VIH, donc l'hétérogénéité de transmission du VIH. Et vous voyez là, c'est en 2020, un résumé de la contribution de différents groupes euh, à la propagation de la maladie. Alors vous voyez que par exemple, la plupart des transmissions, presque 70% des transmissions de cas de VIH euh, aux États-Unis en 2020 ont eu lieu en des contacts entre hommes, les contacts sexuels entre hommes. Ensuite, les contacts hétérosexuels, les contacts dus à l'injection de drogue et les contacts combinés, en gros, entre contact homme-homme et injection de drogue. Donc, si vous voulez prendre en compte cette hétérogénéité, eh bien, il va falloir structurer, disons, le modèle et prendre en compte que les populations ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas sujettes aux mêmes risques. Et enfin, je veux passer un petit moment pour parler un peu de l'hétérogénéité des pathogènes. Donc, on a vu que l'âge, par exemple, la structure d'âge présente et la structure sociale peut avoir une influence, mais même les pathogènes eux-mêmes. Alors ça, c'est une évolution de la grippe. Euh, donc, ce que vous voyez, c'est un graphique que vous verrez assez souvent quand vous regardez ce genre de choses. Ici, là, c'est par exemple en 2017, ça vous montre les différents types de grippe. Vous voyez, selon donc les classements, vous avez la A1, A2, etc. Donc selon les types de grippe, ceux qui se propageaient. Et vous voyez, ce qui est important ici, c'est que, donc ça, ce sont des tests qui sont faits sur des échantillons qui sont prélevés sur les patients. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une énorme hétérogénéité. Il y a tous ces types de grippe se propagent en même temps euh, dans les populations. Donc euh, il est tout à fait possible que vous soyez infecté par différents types de grippe. Et il y en a, par exemple, on le sait aussi avec le Covid, et avec bien d'autres maladies, il y a des souches
ou selon les cas, on parle de souche, on parle de variant, etc. Mais il y en a qui sont plus dangereux que d'autres, il y en a qui résistent plus ou moins bien à la vaccination, etc. Et donc, quand vous voyez cette hétérogénéité, eh bien, vous pouvez vous dire, tiens, il serait intéressant de prendre ça en compte. Vous pouvez bien sûr ne pas le faire, mais vous manquez une dimension, disons, de la propagation. Là, ici, je continue dans la même chose. Ici, ce sont des rapports d'infection au Canada, donc les tests faits. Donc, ça ne veut pas dire que ça représente ce qui se propage, mais ce qui est testé chez des patients chez qui les prélèvements ont été faits, d'accord? Et vous voyez que là, c'était l'année 2019-2020, donc pendant la Covid. Enfin, ici, la Covid avait commencé, ici, bien sûr, non, mais c'est la première année de présence de Covid. Et vous voyez que pendant que la Covid se propageait, on avait aussi de H1N1, du H3N2. Un subtype, ça veut dire que le sous-type, donc H3N1, 2, etc., n'a pas été établi. D'accord. Euh, le B, c'est un autre type d'influenza. Et donc, vous voyez que à un moment donné, on a une, une hétérogénéité des souches d'influenza, de grippe, en train de se propager. Et c'est tout à fait classique. Et ça peut être quelque chose que vous voulez prendre en compte. Ah, ici j'ai, voilà, ça c'est pour vous montrer, c'est les chiffres qui sont à jour, ok, d'accord, c'est la Covid-19, c'est les souches les variants, les différents variants et sous-types en train de se propager. Là, j'ai l'Afrique du Sud. Donc voilà, et c'est les tests qui sont faits en ce moment. Vous voyez, donc principalement du Omicron. Donc les couleurs vous montrent, bon là il n'y a pas énormément de tests qui ont été faits, vous voyez à peu près une centaine de tests, mais donc sur cette centaine de tests qui ont été faits, la, il y a les les 2 dernières semaines de janvier, mais vous pouvez voir comment les différents variants sont présents. J'aurais dû prendre probablement un autre pays. Enfin, si vous cherchez ce genre de données, les liens sont disponibles dans les transparents. Euh, il y a des pays qui font beaucoup plus de tests, en particulier la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc, si vous voulez avoir une source de données avec plus de données, vous pouvez aller voir ça. Ok. Donc, ça, c'est l'hétérogénéité au sein d'une population. C'est-à-dire, on pourrait considérer que ce dont je vous parlais jusqu'à présent, ça pouvait être par exemple à l'échelle d'un pays, on va observer ça, ou à l'échelle locale. Mais je n'ai pas parlé jusqu'à présent de spatialité. Et donc là, ici, je vais vous parler de spatialité. Les deux sont combinés, hein, faut bien insister sur ce côté. Il y a une hétérogénéité spatiale et une hétérogénéité sociale, d'âge, etc. Donc ici, un petit peu sur le spatial, il y a un cours sur les métapopulations après. Donc la partie du cours que je viens de faire, c'est les modèles de groupe, qui est le cours qui suit. Et cette partie-ci correspond aux métapopulations et aux modèles en EDP, qui sont les deux cours qui suivent les cours sur les modèles de groupe. Alors, je commence toujours mes discussions. Je précise, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est cet aspect-là. Donc, je commence toujours mes cours sur le sujet en citant ce travail de Thucydide, enfin, cette citation de Thucydide dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, donc qui a été écrit il y a à peu près 2500 ans, un petit peu moins de 2500 ans, mais il y a quand même un bon moment. Et donc Thucydide, c'est ce Gugus-là, c'est plus ou moins considéré comme l'un des premiers historiens, probablement le premier historien, et il décrit cette guerre qui a eu lieu en Grèce en 430 avant l'ère commune, je pense.
enfin qui a commencé en 430 avant l'ère commune, mais en particulier dedans, il y a une description que vous voyez ici de la propagation d'une maladie. Il se trouve que, bon, il l'appelait la peste, on l'appelle la peste d'Athènes. C'est probablement pas une peste, on ne sait pas si c'est une. Alors, il y a beaucoup de travaux là-dessus, je montre des fois un transparent là-dessus, je crois pas que je l'ai mis ici. Euh, il y a des débats quant à ce que c'était peut-être une typhoïde, c'était peut-être, je sais plus, il y a toutes sortes d'hypothèses qui ont été faites au sujet de ce qu'était cette maladie, mais ce qui est important, c'est cette partie-là. Regardez, donc le mal a commencé en Éthiopie, après il est allé en Égypte, en Libye, et puis il est parti en Perse, et enfin il est arrivé à Athènes. D'accord. Et à Athènes, en fait, il s'est propagé dans la ville haute. Donc Athènes, à l'époque, il y avait le port du Pirée et la ville haute d'Athènes. Et donc, il s'est propagé principalement dans la ville haute. Et c'est là que la maladie a eu lieu. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une description de la propagation spatio-temporelle d'une épidémie. Qui vraiment décrit comment elle s'est propagée entre pays. Et puis même une fois qu'elle est arrivée à Athènes, ben, elle ne s'est pas propagée à Athènes de la même manière dans tous les lieux. Donc, j'insiste, c'est rien de nouveau dans ce qu'on fait. Thucydide l'avait déjà remarqué. Donc, la mobilité, je vais préciser ça, la mobilité, ce qu'on appelle mobilité, c'est tous les processus par lesquels les individus vont se déplacer, que ce soit entre lieux, mais aussi quand vous allez acheter le pain ou quand vous allez acheter des choses à l'épicier du coin, vous faites de la mobilité. Et tous ces processus contribuent à spatialiser la propagation d'une épidémie. Donc, si vous y pensez, il y a une multitude de modalités de transport qui est difficile à, comprendre. Okay, d'accord. Vous pouvez marcher jusqu'à l'épicier du coin, vous pouvez prendre du vélo, vous pouvez faire de la voiture, vous pouvez prendre le bus, le train, l'avion, etc. Donc, il y a non seulement des modalités différentes, mais aussi des durées très très variées. Si vous allez juste à l'épicier du coin, c'est différent que d'aller au travail où vous passez la journée là-bas, c'est différent que de faire un voyage de plusieurs jours ou de vous relocaliser, d'aller dans un autre pays pour demander l'asile ou pour immigrer, etc. Donc il y a énormément de modalités différentes, énormément de voyages de types différents, enfin de mobilités différentes qui ont lieu en même temps. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez être en voyage et donc être loin de votre lieu de résidence, mais en même temps aller à l'épicier du coin quand même. Donc il y a des combinaisons de types de voyages, de mobilité qui ont lieu. D'accord. Et le volume représenté par la mobilité est vraiment complètement, essentiellement impossible à évaluer. C'est-à-dire c'est énorme, c'est tout ce qu'on sait. Si vous essayez d'appréhender le volume de mouvement qui a lieu en permanence. Et là, je ne parle que des hommes, mais évidemment, les animaux contribuent aussi à la propagation spatiale des épidémies. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais cette mobilité, elle est connue comme étant source de mouvement des épidémies. Donc, j'ai déjà mentionné la peste d'Athènes, qui clairement a été transportée par des gens. Mais par exemple, une mobilité très connue, dont je reparlerai dans quelques secondes, c'est la grande peste du milieu du XIVe siècle, et qui est arrivée en Europe par les routes commerciales. On sait aussi, ça a été très bien étudié, que le SARS-CoV-1 s'est répandu le long du réseau de transport aérien. Et par exemple, là, un papier qu'on avait fait il y a quelques années avec un collaborateur, euh, où on s'intéressait à la propagation spatiale, spatio-temporelle du H1N1, la pandémie de grippe de 2009. Et là aussi, on montrait que ben, c'était le transport aérien qui avait, dans une grande mesure, conduit la dissémination spatio-temporelle. Donc, l'exemple dont je parlais précédemment, la grande peste, qui est un exemple très intéressant sur lequel je vais passer quelques minutes, parce que je pense que c'est quelque chose euh,
qui préfigure beaucoup de choses qu'on a vues maintenant. Et je vous montrerai ce que je veux dire précisément. Donc ici, là, ce que vous avez, c'est une carte des échanges commerciaux en Europe, Moyen et Orient, Moyen-Orient et Orient, en 1212 à peu près. Je ne sais pas pourquoi cette date avait été choisie dans cette carte, mais bon, voilà, en 1212, voilà à quoi ressemblaient les mouvements. Alors, ce qui est important, ce que je veux insister, ce sur quoi je veux insister, c'est ça. Donc, c'est principalement la route de la soie et les routes des épices, d'accord, qui sont comme ça et qui arrivent en Europe par ce biais. Ensuite, il y a une redistribution en Europe qui vient comme ça. Et ça, c'est une caractéristique classique, c'est-à-dire que les maladies infectieuses, elles suivent les gens, classiquement. Elles sont dans les gens et donc elles vont avec les gens, et elles suivent souvent les routes commerciales. Donc là, c'est la propagation de la peste en France. Donc, je ne sais plus pourquoi j'ai mis la France avant, j'ai une carte. Je vais faire cette carte d'abord. Donc ici, c'est l'arrivée de la peste en Europe. On va commencer par ça. Euh, donc ici, vous voyez, c'était la route de la soie. Eh bien, vous voyez comment la route de la soie a influencé l'arrivée en Europe. D'accord. Donc l'arrivée, et donc ça c'est les années. La peste a commencé, la grande peste a commencé en Europe en 1347. Et vous voyez que là, il y a une propagation qui est quand même assez lente, hein, c'est l'ordre de plusieurs années, mais l'arrivée se fait en Europe le long de ce mouvement ici. Elle arrive à Gênes et vers Marseille. Et c'est là où elle arrive vraiment en Europe. Et donc, en retournant vers le truc de la France, vous voyez qu'ensuite, ici, il y a une propagation euh, sur le territoire français, puis après qui va sur le reste de l'Europe. Et vous voyez, alors ce qui est important ici, je reviendrai sur ça bientôt, c'est que quand même la propagation est assez lente, hein. Vous voyez qu'ici, on a une arrivée sur le continent européen, enfin à ce niveau-là, en 1347, et par exemple, ces régions-là ne sont affectées qu'à partir de 2 ans plus tard. Et ça, je dis, les pathogènes suivent les routes commerciales. Ben, à l'époque, les routes commerciales, ben, il fallait beaucoup de temps pour voyager. D'accord. La plupart des gens ne se déplaçaient pas du sud de la France à Paris. Le temps, le Marseille à Paris maintenant, c'est 3 heures en train. À l'époque, c'était plusieurs semaines pour la plupart des gens. Et donc, évidemment, la vitesse de propagation varie. Alors, je vais parler, ça c'est le bacille de la peste, euh, parler un petit peu de la peste parce que je trouve que c'est intéressant, parce que ça préfigure pas mal de choses qu'on a vues récemment avec la Covid. Bon, juste pour donner des faits, c'est quand même, ça montre des choses avec le Covid, on a eu de la chance d'éviter. Donc, la grande peste, c'est l'une des premières grandes pestes à atteindre l'Europe. Et elle a affecté l'Afro-Eurasie, donc l'intégralité de cette zone que je montrais avant, le 1346 à peu près à 1357. L'Europe, c'était 1347 à 1351. Ce qui est important, c'est qu'elle a tué entre 75 millions et 200 millions, évidemment les estimations sont très vagues, en Eurasie et en Afrique du Nord. Et elle a tué en particulier entre 30 et 60% de la population européenne de l'époque. Donc, si vous comparez avec l'épidémie récente de Covid, on est sur un ordre de magnitude bien plus élevé. On est 1 ou 2 ordres de magnitude au-dessus de l'impact. Vous voyez l'impact qu'a eu la Covid à l'époque, maintenant, récemment. Imaginez l'impact que peut avoir si vous avez une personne sur deux qui meurt. C'est un événement extrêmement important à l'époque. Alors, la raison pour laquelle j'aime bien parler de la peste, c'est que, comme je disais, ça préfigure plein de choses qu'on a vues. Et donc, notamment, vous voyez que
à cause de la peste. Donc ça, ça a eu lieu après, mais ça a été introduit à cause de la peste. Et de toute façon, il y a eu des expositions répétées à la peste euh, au cours des années en Europe à l'époque. Et donc, dans les années 1370, Dubrovnik a mis en place les lazarets, où les gens qui arrivaient de l'extérieur de Dubrovnik les bateaux qui arrivaient là-bas, devaient se mettre en quarantaine pendant 30 jours. Et en fait, le terme de quarantaine vient de la même chose implémentée à Venise à peu près une centaine d'années plus tard, où là, il fallait passer 40 jours, quarantaine, avant de pouvoir débarquer à Venise. Euh, vous voyez que des choses qui ont été mises en place qui ressemblent énormément à des choses qui ont été faites pendant la Covid. Vous aviez isolation des cas connus ou suspectés et toute personne ayant été en contact avec eux au début, c'était pendant 14 jours, puis finalement, ça a été augmenté à 40 jours. Ça, c'est dans la population, d'accord. Pas simplement la quarantaine, ça, c'est des choses qui avaient lieu dans la population. Ça, à cause de la peste aussi, il y a eu une amélioration des conditions sanitaires. Bon, c'est pas encore idéal, hein, loin de là, mais l'alimentation en eau propre a été travaillée, la collecte des déchets, inspection de la nourriture et tout ça. Donc, ce sont des choses qui, euh, qui datent de la peste. Alors, ce que j'aime mettre en avant, c'est que les humains sont toujours assez irrationnels. Donc, à l'époque, vous aviez ça. Euh, Trouver et tuer un serpent, couper-le en bout et badigeonner les bubons de la peste avec. Et comme le serpent est associé à Satan, eh bien, il attire le mal hors du corps et ça va vous guérir. Donc, le genre de remède de, euh, qui ont été promus pendant la Covid, vous voyez que à l'époque, il y avait aussi ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant de voir que les mesures de santé publique sont assez similaires à l'époque à celles qui ont été mises en place de nos jours, mais que aussi le côté irrationnel s'est exprimé de façon assez similaire également. Alors, comme je disais un peu avant, ce qui est important ici, c'est que la propagation spatio-temporelle, ben, elle a évolué avec la mobilité. Donc, comme les pathogènes suivent les routes de commerce, en gros, euh, bien, la dissémination spatiale des pathogènes a évolué de la même manière que les routes de commerce. Et je vous montrais les routes de commerce en 1212. Elles étaient relativement faciles à comprendre. Elles étaient potentiellement complexes un petit peu, mais quand même bien organisées. Et puis elles fonctionnaient assez doucement. Euh, Maintenant, les choses ont beaucoup évolué du fait de l'accélération et de la globalisation de la mobilité. Et donc là, j'ai pris quelques exemples pour vous essayer de vous convaincre de la chose. Donc là, pour commencer, voilà le temps minimum d'un voyage entre Paris et Bordeaux. Moi, je viens du sud de la France, pas loin de, encore plus au sud de Bordeaux, et donc, vous voyez là, c'est en minutes, et ça vous montre le temps qu'il fallait pour aller de Paris à Bordeaux, là, depuis les années 1920. Vous voyez qu'à l'époque, c'était une dizaine d'heures, puis ça a progressivement décru jusqu'à être maintenant 2 heures. Et donc, si vous réfléchissez à ce que je disais avant, à cette introduction d'un pathogène, par exemple à Marseille, eh bien, à un moment, il fallait plusieurs heures, vous allez dire plusieurs jours, et maintenant il va falloir moins de 2 heures. Et tout ça fait que la propagation du virus peut s'accélérer. De la même manière, là, je me représente donc là, c'est le réseau de transport à haute vitesse en Europe, qui n'est pas évidemment comme ceux d'entre vous qui prenez le train en Europe savaient. C'est pas aussi bien organisé que ça paraît ici, mais enfin, il est quand même possible de se balader en Europe de façon assez rapide. Et ici, je vous montre voilà, je vous montre le réseau de transport à haute vitesse en Chine. Évidemment, là, si vous regardez la Chine, la majorité de la population est concentrée à l'est du pays. Eh bien, vous voyez que la majorité de la population est servie par un réseau de transport à haute vitesse en train.
Il y a aussi de l'avion, mais je veux dire, mais vous voyez que les distances n'ont pas changé, mais le temps pour couvrir une distance a été grandement réduit et la facilité aussi, la disponibilité. C'est-à-dire qu'au temps de la Grande Peste, la plupart des gens ne se déplaçaient jamais plus loin que le village, le gros village proche pour aller au marché, par exemple. Bien maintenant, la plupart des gens ont, s'ils ont quelques jours de libre, ils peuvent aller dans une autre ville, potentiellement assez loin, en suivant ces réseaux de transport. Ils peuvent même aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le réseau de transport aérien mondial, figuré par simplement, là je montre, j'indique en la taille des cercles. C'est tous les aéroports et tous les liens. La taille des cercles indique le degré, c'est-à-dire le nombre d'autres aéroports auxquels les aéroports sont connectés. Et ce que ça vous montre ici, c'est que le monde entier est plus ou moins connectés par ce système. Et juste pour illustrer, ça c'était du travail qui avait été fait par l'un de mes collaborateurs lors des Jeux olympiques de Vancouver. Et donc ici vous voyez, pardon, euh, donc regardez le fond de la carte, pas tant les petits bâtons. Si vous regardez le fond de la carte, ce que vous voyez, c'est que Euh, ça représente le temps de voyage minimum, hein, bien sûr, pour arriver à Vancouver depuis ces endroits dans le monde. Et vous voyez que l'intégralité, enfin la plupart du monde, à part pour les zones qui sont vraiment en bleu foncé, qui sont plus de 24 heures, je vais me sortir du milieu, euh, donc les zones en bleu foncé qui sont plus de 24 heures, ben, une bonne partie du monde a accès potentiellement à Vancouver en moins d'une journée. Et c'est important, et voilà ce que ce graphique représente, c'est le fait que, eh bien, il peut y avoir des épidémies ou des cas ben, regardez là par exemple le mumps and measles ici à New York, et ça représente le nombre de passagers qui viennent. Là, vous avez du norovirus, etc. Donc, ces infections qui ont lieu dans ces lieux distants, elles sont transportables dans un lieu donné en peu de temps. Et si vous regardez l'évolution du nombre de passagers transportés, alors je précise là, mon graphique s'arrête en 2019, c'est le nombre de passagers transportés par an, par avion. Et donc, c'est des milliards là, sur l'axe. Vous voyez que ce qui est intéressant d'ailleurs au passage, c'est que le nombre de passagers transportés par an a été multiplié par 2, par plus de 2, par 3 même, depuis les années 2000. Donc l'explosion du transport aérien, c'est quelque chose. Bon, le transport aérien s'est démocratisé et s'est généralisé depuis les années 50, 1950, mais depuis les années 2000, il a littéralement explosé. Et ça veut dire que, eh bien, les agents pathogènes peuvent se disséminer sur le réseau de transport aérien mondial de façon beaucoup plus facile qu'avant. Néanmoins, il y a des fragmentations, et ces fragmentations sont importantes. Ici, c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique, je ne sais plus où. Euh, et c'est important de voir que quand vous pensez à cette propagation spatio-temporelle, elle est quand même, elle est très hétérogène, notamment du fait que les pays ou les groupes de pays sont organisés de façon politique, d'une façon qui est aussi très, très hétérogène. Donc, vous avez des groupes de nations, par exemple l'Europe ou l'Amérique du Nord, même si c'est moins intégré que l'Europe, il y a quand même des facilités de voyage entre les pays. Pas partout et pas pour tous. Bien sûr, vous pouvez vous douter que les choses ne sont pas pareilles d'un côté de cette frontière et de l'autre. Et c'est un peu ici, c'est-à-dire que des fois, les déplacements ne sont pas aussi faciles que ça, mais ils peuvent quand même avoir lieu. Et ce qui est important quand on pense à la propagation spatiale, c'est que souvent, les politiques, elles sont décidées au niveau juridictionnel, donc par exemple un pays, alors qu'il y a quand même cette interconnexion globale.
Et donc, ça va être un thème assez important dans la propagation spatiale des maladies, de faire le lien entre la propagation locale, la propagation globale et les politiques qui agissent aux différents lieux. Tout ça, c'est important parce que je me répète ici, chaque migrant ou voyageur, toute personne qui voyage, et je devrais étendre aux animaux, ok, mais ici, là, je me concentre sur les humains. Euh, Tout migrant ou voyageur transporte avec lui son historique de santé. Donc, je parlais avant de la tuberculose, eh bien, les infections latentes ou actives, la tuberculose, la polio, par exemple, sont des choses que vous baladez avec vous. Les immunisations auxquelles vous avez été sujet, il y a des pays qui n'imposent pas certaines vaccinations, il y en a d'autres qui imposent certaines vaccinations, il y a des programmes de vaccination différents, etc. Les pratiques de santé et de nutrition sont assez différentes de pays à pays. Et pourtant, les gens voyagent avec ça. Moi, je donne toujours cet exemple en tant que personne ayant vécu en France dans les années 90, je n'ai pas le droit de donner de sang au Canada parce qu'on pense que j'ai peut-être un prion. D'accord. Les méthodes de traitement auxquelles vous avez été soumis, elles varient de lieu à lieu. Et en particulier, ce qu'on a vu de façon criante pendant la Covid, c'est que les pathogènes, par contre, eux, n'en ont rien à faire des frontières. Alors, il y a des frontières qui sont imposées, mais hormis si vous arrivez à complètement couper les voyages, ce qui n'arrive jamais, euh, eh bien, les pathogènes, quand même, eux, ils s'en moquent du fait que vous dites, vous imposez certaines restrictions et tout ça. Et donc, quelques exemples récents. Donc, d'abord la SARS-CoV-1, donc le premier coronavirus de type SARS de 2002-2003. Donc ici, c'est un cas qui est très intéressant au niveau de la propagation spatiale parce qu'on le suit très très bien. C'était une maladie qui était beaucoup plus grave. Vous voyez, le taux de CFR, c'est Case Fatality Ratio, c'est le nombre de morts par cas connu. Donc pratiquement 10% de mortalité induite. Euh, donc le premier, la propagation spatiale a commencé à Hong Kong mondiale. Donc le virus se propageait en Chine, ce qu'on appelle mainland China, en Chine continentale depuis un petit moment. Et il y a quelqu'un qui est allé à Hong Kong pour un mariage, si je me souviens bien, et qui a infecté plusieurs personnes dans un hôtel. Et ces gens, Hong Kong étant un lieu de voyage, ces gens sont rentrés dans différents pays avec le virus. Et donc le dernier lieu où il y a eu de la propagation, c'était à Taïwan. Il y a eu un nombre de cas relativement faible dans 28 pays, mais ce qui est important, c'est qu'on a pu le suivre très très bien. Et là, ce que vous avez, c'est la propagation spatio-temporelle, enfin en termes de temps, d'accord. Donc je représente la Chine en noir parce que c'est l'origine des cas, et les autres pays, je représente avec cette barre-là le nombre de jours euh, depuis le début de la propagation à Hong Kong. D'accord, depuis le cas origine à Hong Kong, combien de jours il a fallu. Et ce que vous voyez, c'est que, à part pour l'Inde qui est arrivée un peu plus tard, la plupart des lieux ont été infectés dans l'espace d'un mois. Je précise, avant d'avancer, on a été en mesure, on a mon collaborateur dont je parlais précédemment, Kamran Khan, de la, qui s'intéresse beaucoup à la mobilité aussi, euh, avait établi que pratiquement l'intégralité des mouvements de cas, c'est-à-dire que les cas avaient commencé quelque part étaient arrivés ailleurs, avaient été détectés dans un autre pays, quasiment tous les cas, sauf 8, si je me souviens bien, qui étaient allés de Chine en Mongolie en voiture, étaient des cas transportés par avion. Donc là, c'était vraiment une preuve assez forte du rôle de l'avion.
Un autre cas très intéressant de propagation spatio-temporelle, ici je vous montre une carte de la situation vaccinale pour la poliomyélite, donc la polio, en Afrique, enfin dans cette région d'Afrique-là, euh, en 2003. Et ça représente le nombre, ici les pourcentages, c'est le pourcentage d'enfants ayant reçu 3 doses du vaccin oral, d'accord. Donc c'est le pourcentage vacciné euh, dans la population. Donc vous voyez que les choses varient pas mal. Le Nigeria était très bas, mais vous avez des pays comme le Mali, le Burkina, etc., qui avaient des très bonnes couvertures vaccinales. Alors pourquoi ce cas est très intéressant? Bien parce que, en fait, ce qui s'est passé, l'une des raisons pour laquelle le Nigeria était si bas, c'est que fin 2002, il y a eu une crise de confiance vaccinale dans le nord du Nigeria en particulier, la province de Kano, euh, où les gens, euh, bon, il y a eu, comme souvent les crises de confiance vaccinale, c'est des mouvements plus ou moins irrationnels, etc. Il y a eu une vague de peur. Et en réaction à ça, les autorités ont interrompu la vaccination pendant quelques mois. Ils ont repris assez vite, mais pendant quelques mois, ils ont interrompu la vaccination. Et ce que vous allez voir dans les graphiques suivants, c'est l'effet de cette politique locale. Je parlais avant de la combinaison entre le local et le global. Donc ici, vous avez une politique qui a été prise, une décision politique qui a été prise au niveau du Nigeria, même pas de l'intégralité du pays, mais du nord du pays. Les conséquences ici, là, je vous montre donc les pays de la zone. Le seul pays que je ne représente pas, c'est le Nigeria. Exprès, vous allez voir le transparent suivant. Donc, en fait, vous voyez que tous ces pays, ça c'est le nombre de cas de polio dans chacun de ces pays par an. Et vous voyez qu'il y avait une dite de l'OMS qui était l'extinction de la polio, je pense que c'était 2003 qui visait, ou 2001, je ne sais plus. Euh, donc, il y avait cet objectif d'élimination de la polio. Et en fait, vous voyez que la plupart des pays s'en sortaient très très bien. Là, il y avait un nombre de cas qui était très faible. Et là, d'un seul coup, vous avez une résurgence assez marquée du nombre de cas de polio. Et en fait, on le voit, là, j'ai rajouté ici la courbe qui explose complètement en termes de nombre, c'est celle du Nigeria. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une épidémie au Nigeria euh, qui a été conduite par cette absence de vaccination, enfin cette interruption du programme de vaccination. Et bon, bien sûr, les autres pays autour n'ont pas eu autant de cas, mais si vous revenez au truc, vous voyez un effet très très précis. Et ça, c'est en particulier dans des pays qui, comme je vous montrais ici, certains d'entre eux avaient une très bonne couverture vaccinale. Pas très bonne. C'était pas idéal, c'était pas 100% des enfants qui étaient couverts, mais c'était quand même une bonne proportion des enfants qui étaient couverts. Et n'empêche que cet événement local a eu des répercussions de façon plus étendue. Et là, j'ai une courbe, je vous montre. Ce qui est bien avec la polio, c'est qu'on peut très très bien suivre l'évolution du virus. Et donc, on peut dire d'où viennent les virus. Est-ce que le virus que vous avez détecté ici, il est lié à un virus que vous avez détecté ailleurs? Et donc, ici, en fait, c'est la propagation de la polio. Donc, c'est la référence sur le transparent, c'est la propagation de la polio depuis le Nigeria. Et vous voyez ces cas qui vraiment sont partis du Nigeria et sont allés dans tout un ensemble de pays là. Ensuite, je précise, il y a quand même, alors maintenant l'Inde n'a plus le cas de polio depuis quelques années maintenant, mais à l'époque, en 2005 jusqu'à 2006, disons, ils avaient aussi des cas de polio locaux. D'accord. Donc il y a aussi une autre source à l'époque là-bas. Mais ce changement de politique locale a eu des conséquences bien plus étendues que la simple localité où elle a été prise. Ça, c'est très important au niveau de la propagation spatio-temporelle. Après, ça vous montre vraiment à quel point les décisions locales peuvent avoir des conséquences globales.
Et pour finir, je vais vous parler brièvement enfin, il y a plein de gens qui ont fait ça. Moi, je vous parle de données que j'ai récupérées moi-même, mais juste pour parler vite fait des vagues de Covid. Donc, je précise, donc, ce qui est, on sait pas vraiment, on sait pas vraiment, on sait pas du tout comment le Covid est arrivé au début. Ce qu'on sait de façon indubitable, c'est que l'amplification, donc la phase pendant laquelle le nombre de cas s'est multiplié à un tel point que ensuite ils ont commencé à se propager vers l'extérieur, l'amplification a eu lieu à Wuhan. Euh, mais bon, l'émergence précise, on ne sait pas et on ne saura certainement jamais. Mais à Wuhan, ce qui s'est passé, c'est on a observé un cluster de cas de pneumonie dans un marché aux poissons notamment. Enfin, il n'y avait pas que les poissons, d'accord. La propagation spatiale, vous voyez, le premier rapport au gouvernement local de Wuhan date de fin décembre. À la toute fin de décembre, les cas 2019, je veux dire, à toute fin décembre, c'est une alerte qui a été postée à l'OMS. Euh, donc il y a eu déclaration de la présence d'un agent qui à l'époque était non identifié, mais c'est une déclaration qui a été faite. Les choses, pour ceux d'entre vous qui ont fait ça depuis un moment, c'est quand même intéressant de voir à quel point les choses ont changé au fur et à mesure du temps, parce que vous voyez que l'identifiant du SARS-CoV-2, du virus, comme agent causatif de la pathologie qu'ils observaient date de, grosso modo, 10 jours plus tard. Donc les choses ont été extrêmement vite au niveau biologique. À peu près un mois après les premiers rapports, il y a eu une isolation de Wuhan et de la province du Hubei, plus imposition de mandat de masque, mais au niveau de la propagation spatio-temporelle, ben, vous voyez que fin janvier, donc c'était probablement trop tard. Euh, et ça, c'est une caractéristique classique de la propagation spatio-temporelle. Ça veut dire que quand vous vous rendez compte qu'il y a un problème, ben, en général, vous vous rendez compte trop tard du fait qu'il y a un problème. Et donc, à la fin janvier, eh bien, le virus était déjà présent dans toutes les provinces chinoises, euh, en dehors du Hubei. D'accord. Donc, la propagation a été très rapide. Euh, Hors de la Chine, ben là j'ai quelques dates. Donc ça, c'est les dates auxquelles les rapports ont été faits, mais en fait, l'épidémiologie montre que par exemple le premier cas, donc si vous regardez la liste temporelle, c'est la Thaïlande a été le premier, le Japon le deuxième à communiquer des cas, mais en fait on voit que ben, le cas au Japon est arrivé avant le cas en Thaïlande. Donc euh, il y a un ensemble de choses. Donc, ben, le Népal, la France, par exemple, a été annoncé comme ayant un cas le 24 janvier. C'était quelqu'un qui est arrivé le 22. Vous avez toute une variété de choses. Je dois pouvoir descendre. Euh, Ensuite, le Vietnam, l'Australie, la Malaisie, voilà. Il faudrait que je révise ces chiffres parce que, enfin, que je révise ces données parce qu'il est possible qu'on ait des choses un peu plus précises maintenant, mais bon, c'est difficile à dire. Alors, une chose, c'est que je disais, on ne sait pas exactement quand les choses ont commencé. Ben justement, on ne sait pas exactement quand les choses ont commencé, mais en tant que personne qui s'occupe du spatial, vous avez enfin, vous voyez ces données, vous vous dites, ça a commencé plus tôt. Donc, je rappelle, le rapport aux autorités de Wuhan daté du 27 décembre, et les premières exportations détectées étaient en Thaïlande et au Japon pour des importations le 8 et le 6 janvier. Ce que ça veut dire, quand vous y réfléchissez, c'est que l'amplification, la multiplication du nombre de cas à Wuhan a dû commencer bien plus tôt. Parce que la probabilité que vos deux exportations aient lieu exactement à ce moment-là et concernent deux des premiers cas qui, enfin, pas deux des premiers, mais euh, c'est très très faible, d'accord. Et en fait, après coup,
il y a eu des travaux que enfin, j'ai vérifié, je ne suis pas sûr, enfin, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus exactement. Il y avait un travail qui parlait d'un homme de 42 ans qui était en France, qui n'avait pas voyagé à l'étranger depuis août 2019 et qui s'est présenté aux urgences le 27 décembre 2019. Et ils ont analysé ces échantillons après, ils se sont rendus compte que c'était de la Covid. Comme je disais, j'ai pas vérifié, il faudrait que je revérifie maintenant. C'est 3 ans plus tard, peut-être que les données ont été revérifiées, je ne sais pas. Mais il y a aussi effectivement des études en Grande-Bretagne et en Italie qui montrent des cas de Covid-19 dans la période pré-pandémique. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en fait, la propagation il a probablement commencé un peu avant. Comme je disais, on ne saura jamais. Donc en termes de propagation de la Covid, juste pour vous montrer un graphique, ça c'est le nombre de jours depuis le début de la propagation mondiale. Donc en rouge c'est SARS-CoV-1, en bleu c'est SARS-CoV-2. D'accord. Euh, la SARS-CoV-1, en fait, donc là, le premier point, c'est le 21 février 2003 à Hong Kong. Et ça, c'est le nombre de pays ou de territoires de haut niveau qui ont rapporté des cas au fur et à mesure. Et donc vous voyez qu'au bout de 70 jours à peu près, ça s'est arrêté. Ça c'est les derniers rapports de cas, je crois que ça c'est l'Inde. Euh, Dernier rapport de cas à peu près 70 jours après le début de la propagation mondiale. Tandis que le SARS-CoV-2, ben vous voyez, au début, les profils sont à peu près les mêmes, mais ici, les choses changent. Là où le SARS-CoV-1 n'a pas beaucoup conquis de nouveaux territoires après à peu près un mois, eh bien le SARS-CoV-2, lui par exemple, il a complètement changé de parcours et il a conquis bien plus de territoires. Conquis dans le sens, il y a de nouveaux lieux qui ont rapporté la présence euh, du SARS-CoV-2. Et la même chose s'observe pour les variants. Alors juste une remarque, j'aime bien montrer ceci, juste pour montrer, ça c'est Omicron. Si vous avez, si vous vous intéressez pas, enfin, si vous n'êtes pas vraiment dans le monde des propagations de virus spatio-temporels et que vous avez entendu euh, les gens qui étaient très inquiets au sujet d'Omicron, ben, la raison pour laquelle les gens étaient inquiets pour Omicron, c'est cette courbe qui est absolument ahurissante. Donc si vous faites le même genre de courbe que je montrais avant, qui montre à partir du moment de l'émergence du virus, d'un variant, là c'est les variants de SARS-CoV-2, à partir du moment de l'émergence des premières détections de SARS-CoV-2, combien de pays rapportent des cas, de pays ou de territoires, d'accord, de juridiction de plus haut niveau, genre Hong Kong, c'est pas un pays, mais c'est un territoire, c'est dans ce sens-là que je veux dire, donc le territoire de haut niveau rapportant des cas. Et vous voyez ici que la plupart des variants euh, se une propagation spatiale. Évidemment, il y a un moment où ça s'accélère toujours. Bon, mais ça dépend un peu desquels. Mais Omicron s'est propagé à une vitesse absolument ahurissante comparé aux autres.